Bonjour à tous, je m'appelle donc Edwige Savre et je suis diététicienne au sein de l'hôpital Foch dans les Hauts-de-Seine. Et donc, je vais vous parler de la nutrition dans le cadre de la maladie de Fanconi. Comme vous le savez déjà, la maladie de Fanconi, c'est une maladie génétique rare qui touche une naissance sur 160 000. Elle est associée notamment à un risque de leucémie et un risque élevé de tumeurs solides, particulièrement des cancers de la tête et du cou et des cancers génitaux et rectaux. Nous allons donc voir ici ensemble quels sont les facteurs nutritionnels qui vont favoriser et prévenir le risque de cancer. Alors, dans un premier temps, on va voir ensemble les facteurs qui favorisent le risque de cancer, ensuite les facteurs qui préviennent le risque de cancer, les facteurs qui sont discutés et on fera un point sur l'équilibre alimentaire. Alors, dans les facteurs qui favorisent le risque de cancer, on a en premier lieu le tabac. Le tabac, c'est le facteur de risque de cancer le plus important. Environ 20% des cancers sont liés à la consommation de tabac, notamment le cancer des poumons, de la bouche, du pharynx, du larynx, de l'œsophage, de la vessie, etc. Tout cela est bien évidemment valable pour le tabagisme actif comme pour le tabagisme passif. On peut aussi se poser la question de la cigarette électronique. Les substances cancérigènes présentes dans le tabac, qui sont par exemple le benzène, l'arsenic ou le chrome, ne sont pas présentes à des taux significatifs dans la vapeur des cigarettes électroniques. Il est donc fort probable d'avoir une forte réduction des risques de cancer pour les fumeurs de tabac qui passent à la cigarette électronique. Mais par contre, on ne sait pas encore s'il peut y avoir malgré tout d'autres effets sur la santé avec la consommation des e-cigarettes. Actuellement, les recommandations sont que la cigarette électronique est déconseillée aux non-fumeurs, mais elle peut être utilisée plutôt dans une optique de sevrage tabagique. Donc ça, c'était le premier facteur. Ensuite, nous avons l'alcool. L'alcool, c'est la deuxième cause évitable de mortalité par cancer. Environ 8% des cancers sont liés à la consommation d'alcool, ce qui n'est pas négligeable. En première place, on retrouve le cancer du sein, puis le cancer colorectal, ceux de la cavité buccale et du pharynx, celui du foie, de l'œsophage et enfin du larynx. Le risque de cancer augmente avec la dose d'alcool consommée et même à faible dose, le risque est augmenté. De plus, les effets de l'alcool sont renforcés quand ils sont associés à ceux du tabac. Et on a alors une forte augmentation des cancers aérodigestifs, c'est-à-dire bouche, pharynx, larynx et œsophage. Les recommandations actuelles au niveau national concernant la consommation d'alcool sont pas plus de 10 verres par semaine, avec au moins un jour par semaine sans alcool. Cependant, dans la maladie de Fanconi, pour limiter au mieux le risque de cancer, il est vraiment préférable de minimiser au maximum sa consommation, voire même plutôt une consommation nulle. Après l'alcool, nous avons... Ah oui, donc les recommandations, excusez-moi que j'ai oublié de vous faire passer juste avant. Ensuite, nous avons le surpoids et l'obésité. Un peu plus de 5% des cancers sont liés à un excès pondéral. On trouve notamment le cancer du sein, le cancer colorectal, qui sont les facteurs les plus fréquents, mais aussi les cancers du foie, du pancréas, du rein, de l'endomètre, etc. La surcharge pondérale, elle est due à un déséquilibre de la balance entre les apports énergétiques et les dépenses énergétiques, c'est-à-dire une alimentation qui va être trop calorique et ou un manque d'activité physique. Alors, le surpoids et l'obésité sont couramment estimés par l'indice de masse corporelle, ou IMC, qui se calcule en divisant le poids en kilos par le carré de la taille en mètres. Chez l'enfant et l'adolescent de 0 à 18 ans, on utilise les courbes de corpulence en fonction du sexe qui sont présentes dans le carnet de santé. Après 18 ans, on parle de surpoids lorsque l'IMC est supérieur à 25 kg par mètre carré et d'obésité quand il est supérieur à 30 kg par mètre carré. Et on a même plusieurs classes d'obésité, obésité de type 1, de type 2, de type 3, en fonction de l'IMC, voire même de type 4, malheureusement maintenant.
Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que en plus de cet IMC, un tour de taille qui va être élevé, il est également prédicteur du risque de cancer. Alors, différents facteurs vont influer sur le risque de prise de poids. Les facteurs qui favorisent le surpoids et l'obésité que vous voyez ici à gauche, ce sont le régime de type occidental, les fast-foods, les boissons sucrées, ainsi que la sédentarité. Le régime de type occidental, il est caractérisé par une consommation de produits gras, sucrés et de viande. À l'inverse, les facteurs qui diminuent le risque de surpoids et d'obésité, que vous voyez donc à droite, sont le régime de type méditerranéen, la consommation d'aliments riches en fibres, l'activité physique et le fait d'avoir été allaité pendant l'enfance. Le régime de type méditerranéen, lui, il est caractérisé par une consommation élevée en aliments d'origine végétale et de poissons. Donc, nous allons voir un peu plus tard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les recommandations nutritionnelles pour une alimentation équilibrée. Ensuite, nous avons les viandes et les charcuteries. Alors, la consommation de charcuterie, de viande transformée et de viande rouge, elle est associée à une augmentation du risque de cancer colorectal. Il est recommandé de limiter sa consommation de viande rouge à maximum 500 grammes par semaine et sa consommation de charcuterie à maximum 150 grammes par semaine, ainsi que de privilégier donc la volaille et d'alterner avec les poissons, les œufs, les légumes secs aussi, qui sont des végétaux, mais qui sont riches en protéines. Donc de varier. En plus de cela, il faut savoir que les cuissons à haute température, c'est-à-dire supérieures à 200 degrés, ou bien qui exposent directement les aliments aux flammes, il pourrait entraîner la formation de produits qui sont cancérogènes ou potentiellement cancérogènes. Il s'agit notamment des fritures, des grillades, des barbecues et de la consommation de viande et de poissons qui sont grillés. Donc, ça pourrait favoriser le risque de cancer de l'estomac, mais il faut encore plus d'études pour bien confirmer cela. Par prévention, on conseille d'éviter justement ces aliments qui vont être trop cuits. Nous avons ensuite les compléments alimentaires à base de bêta-carotène. Il a été démontré une augmentation du risque de cancer du poumon dans le cadre d'une supplémentation en complément alimentaire à base de bêta-carotène à forte dose. Et ça, c'était en particulier chez les fumeurs et chez les anciens fumeurs. Alors, le bêta-carotène, c'est un précurseur de la vitamine A que l'on peut trouver dans certains compléments. De manière générale, la consommation de compléments alimentaires, elle n'est pas nécessaire dans le cadre d'une alimentation équilibrée, mais sauf cas particulier ou sur avis médical. Donc, on déconseille d'abuser en tout cas du bêta-carotène, en plus de l'alimentation. Donc ça, c'était les 5 facteurs qui favorisent le risque de cancer. Et je voulais quand même aussi vous parler des aldéhydes. Alors, les aldéhydes, c'est des composés organiques qui peuvent interagir avec les molécules d'ADN et ils sont alors impliqués dans la survenue de leucémie, dont nous savons que le risque est augmenté malheureusement dans la maladie de Fanconi. Alors, les aldéhydes, on les retrouve notamment dans les rejets industriels, dans le gaz d'échappement, la combustion du bois, la fumée de cigarette, mais aussi dans la colle à bois ou la peinture. Au niveau alimentaire, la principale source d'exposition, elle vient de la consommation de boissons alcoolisées. En fait, au moment de sa dégradation au niveau du foie, l'alcool se transforme en aldéhyde. Et donc, encore une fois, la meilleure des préventions consiste à ne pas du tout consommer d'alcool ou vraiment très occasionnellement. Ensuite, nous allons voir les facteurs de risque prévenant le risque de cancer. Avant toute chose, je voulais quand même vous parler de la notion d'aliment anti-cancer. C'est une notion qu'on peut croiser dans certains médias, certains ouvrages. Et cette notion, en fait, elle laisserait penser qu'il existe des aliments dont la consommation pourrait empêcher le développement d'un cancer, voire le guérir. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est totalement faux. Un tel aliment n'existe pas.
Donc, la notion de anti-cancer est assez trompeuse. Alors, ici, nous allons voir dans un premier temps les aliments d'origine végétale riches en fibres. Ces aliments regroupent les produits céréaliers complets, comme les pâtes complètes, le riz complet, le pain complet ou aux céréales, les légumes secs, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, et aussi les fruits et légumes, et particulièrement lorsqu'ils sont sous forme crue, où les fibres sont beaucoup plus intactes. Donc, tous ces aliments sont riches en fibres alimentaires, qui sont des éléments qui ne vont être ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle. Et donc, cette propriété, ça confère plusieurs propriétés, avec notamment une action sur la régulation du taux de cholestérol sanguin, mais aussi elle participe du coup à la régulation du transit intestinal. Les céréales complètes, elles sont associées à une diminution du risque de cancer colorectal, et les fruits et légumes, eux, sont associés à une diminution du risque de l'ensemble des cancers aérodigestifs. Donc, c'est-à-dire les cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, du nasopharynx, de l'œsophage, du poumon, de l'estomac et du côlon rectum. Et aussi, les aliments d'origine végétale, ils apportent des micronutriments comme les vitamines et les minéraux, et aussi des microconstituants qui peuvent être intéressants au niveau de la prévention des cancers. Ils ont notamment des activités antioxydantes ou antiprolifératives. Alors, actuellement en France, la consommation de ces aliments d'origine végétale et riche en fibres, elle est encore insuffisante. C'est pour ça que dans les recommandations nutritionnelles actuelles, ce sont des aliments qui sont plutôt mis en avant. Les recommandations sont les suivantes. Pour les fruits et légumes, consommer 5 portions de fruits et légumes par jour. Consommer au moins un produit céréalier complet par jour. Et consommer au moins 2 fois par semaine des légumes secs. Tout ça pour favoriser donc la consommation de fibres. Ensuite, nous avons l'activité physique qui va être un facteur prévenant le risque de cancer. La pratique d'une activité physique régulière, elle est associée à une diminution du risque des cancers du côlon, du sein et de l'endomètre. De plus, ça permet de limiter la prise de poids, qui est un facteur de risque de cancer, comme on l'a vu juste avant. Outre la prévention des cancers, il faut savoir que la pratique d'une activité physique, elle a de nombreuses vertus. Par exemple, ça permet de diminuer la mortalité, d'augmenter la qualité de vie, et c'est un facteur de prévention des principales pathologies chroniques. Elle est associée à une amélioration aussi de la santé mentale, et ça permet de prévenir l'ostéoporose, etc., etc. Elle a vraiment de nombreuses vertus, l'activité physique. Les recommandations actuelles à ce niveau-là sont les suivantes. Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes par jour d'activité physique dynamique, comme la marche rapide, ou bien au moins 3 heures de sport par semaine. Et pour les enfants, il est conseillé au moins 1 heure de sport, 1 heure d'activité physique par jour. C'est plus que pour les adultes. De même, il est recommandé de limiter les activités sédentaires, par exemple l'ordinateur ou la télévision, et de marcher un peu toutes les 2 heures. Donc, de ne pas rester fixe devant ces écrans, de bouger. Alors, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place au quotidien afin d'augmenter son activité physique, comme par exemple de descendre une station avant son arrêt habituel, ou se garer un peu plus loin du point de rendez-vous et finir à pied, ou encore prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. Donc, c'est plein de petites choses qui vont augmenter cette activité physique. Ensuite, nous avons les produits laitiers. Alors, les produits laitiers, c'est un groupe qui comprend le lait, les laitages, comme les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses par exemple, mais aussi le fromage. Ça ne comprend pas le beurre, la crème, les crèmes dessert et les glaces, qui sont trop riches en graisse et ou en sucre.
Donc vraiment, c'est lait, laitage, fromage. Alors, la consommation de ces produits, elle est associée à une diminution du risque de cancer colorectal. Et les recommandations actuelles sont de consommer 2 produits laitiers par jour chez l'adulte et 3 produits laitiers par jour chez l'enfant, tout en alternant les aliments consommés, lait, laitage, fromage. Le dernier point, pour prévenir le risque de cancer, est l'allaitement maternel. Alors, on sait que l'allaitement maternel a des bénéfices sur l'enfant, notamment un renforcement des défenses immunitaires ou une diminution du risque de surpoids. Mais l'allaitement, ça a aussi des bénéfices pour la mère. En effet, le fait d'avoir allaité au moins 6 mois dans sa vie, ça joue un rôle dans la diminution du risque de cancer du sein chez la mère. On observe les effets bénéfiques au-delà de 6 mois d'allaitement au cours de la vie, tout enfant confondu. Donc, par exemple, avoir allaité 3 mois un premier enfant et 3 mois un second enfant, ça fait les 6 mois. Après, si on n'a qu'un enfant, oui, du coup, il faudra avoir allaité au moins 6 mois cet enfant pour avoir ce facteur protecteur. Voilà pour les facteurs qui préviennent le risque de cancer. On va maintenant parler des facteurs qui sont discutés. Alors, tout d'abord, il y a les produits qui sont issus de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, ça exclut l'utilisation de produits chimiques, dont les pesticides. Cependant, le risque concernant les pesticides, il est reconnu uniquement dans le cadre d'une exposition intense, comme les expositions professionnelles. Pour l'alimentation, en fait, il y a des seuils réglementaires qui existent concernant la concentration de résidus de pesticides. Et c'est pour ça qu'on considère qu'il n'y a pas de danger à ne pas consommer d'aliments bio. Cependant, l'étude Nutrinet Santé avait montré en 2018 une association significative entre une forte consommation d'aliments issus de l'agriculture biologique et la diminution du risque de cancer. Alors, les résultats de cette étude, elles sont encore à confirmer avec de nouvelles études, mais en attendant, par principe de précaution, on conseille de privilégier le bio, de laver les fruits et légumes et de peler ceux qui s'y prêtent pour vraiment limiter, du coup, malgré les seuils réglementaires, le potentiel apport en pesticides. On a aussi le bisphénol A. Donc, le bisphénol A, ou BPA, il a été reconnu en tant que perturbateur endocrinien en 2017, après avoir été interdit à la vente. Actuellement, on déconseille cependant le réchauffage d'aliments qui sont placés dans des contenants plastiques susceptibles de contenir ce BPA. Et cette substance chimique, elle pourrait potentiellement favoriser donc le cancer du sein, du testicule et de la prostate. Ensuite, nous avons le café. Alors, il semblerait que la consommation de café soit associée à une diminution du risque de cancer du foie et de l'endomètre. Alors, malgré tout, il reste nécessaire de faire encore des études sur cet aliment pour avoir plus de précision, et notamment sur la quantité à consommer, le type de café, le type de préparation, la présence ou non de lait, de sucre, etc. Mais c'est un axe à développer. Nous avons le soja. Le soja, c'est une source végétale de protéines de très bonne qualité et qui est faible en graisse, donc qui est plutôt intéressant. Dans les populations asiatiques qui ont une alimentation traditionnelle, il a été observé un effet protecteur du soja sur le cancer du sein. Mais par contre, ce bénéfice, il n'a pas été démontré dans l'alimentation occidentale. Pour le soja, on conseille de le consommer sans excès, c'est-à-dire en petite quantité et pas tous les jours, et de ne pas recourir aux compléments alimentaires à base de soja. En effet, une consommation excessive en isoflavone, qui est contenu dans le soja, et bien plus concentrée dans les compléments alimentaires à base de soja, elle serait associée à une augmentation du risque de cancer du sein. Donc, il en faut, mais raisonnablement.
Ensuite, nous avons le thé vert. Alors, chez l'animal, certaines études ont montré que le thé vert limiterait la croissance des cellules tumorales. Mais pour le moment, rien n'a été encore démontré chez l'homme. Donc, on attend que ce soit démontré chez l'homme avant de valider la chose. Mais il faut garder en tête que dans le cadre de cette boisson, que la consommation en fait, régulière de boissons très chaudes, c'est-à-dire à plus de 65 degrés, ça augmente le risque de développer un cancer de l'œsophage à cause de la chaleur. Donc, si vous êtes amateur de thé et que vous en consommez régulièrement, il est bien de le laisser un peu refroidir avant de le boire. Nous allons maintenant parler de l'équilibre alimentaire. Alors, manger équilibré, ça signifie manger de tout, mais en quantité adaptée. On va privilégier les aliments bénéfiques à la santé, comme par exemple les fruits et légumes, et limiter les aliments riches en sucre ajouté, en graisse et en sel. L'équilibre alimentaire, ça ne va pas se construire sur un repas, mais plutôt sur la semaine. Donc, on va voir les différents groupes alimentaires et les repères de consommation qui leur sont associés. Ici, déjà, vous pouvez observer la pyramide alimentaire. Elle regroupe les différents groupes alimentaires et les aliments donc, sont classés du plus important à la base de la pyramide au moins important nutritionnellement, donc le sommet de la pyramide. Donc, les boissons tout en bas, le plus important, puis les féculents, ensuite les légumes, les produits laitiers, les viandes, poissons et œufs, les matières grasses et enfin, tout au sommet, les produits sucrés qui ne sont pas du tout nécessaires nutritionnellement, mais qui sont là plutôt pour notre plaisir. Alors, on va commencer avec les boissons. Pour les adultes comme pour les enfants, il est conseillé de consommer de l'eau à volonté. L'eau permet une bonne hydratation et d'autant plus en cas de chaleur ou d'activité physique. C'est bien l'eau qui doit rester la boisson principale. On conseille de limiter la consommation de boissons qui sont sucrées, mais aussi de proscrire la consommation de boissons qui contiennent de la caféine chez les plus jeunes, comme le thé, le café, les boissons énergisantes, parce qu'elles peuvent avoir du coup des effets indésirables. Ensuite, nous avons les féculents. Dans ce groupe, on retrouve le pain et les autres éléments céréaliers comme les pâtes ou le riz, les légumes secs comme les lentilles, les haricots rouges ou les pois chiches, mais aussi les pommes de terre, le manioc, le tapioca, etc. Les produits céréaliers, ou aussi appelés féculents, sont à consommer à chaque repas et selon l'appétit. Ils permettent de limiter les grignotages. Il est recommandé donc de privilégier les produits qui seront complets ou peu raffinés par rapport aux produits non raffinés parce qu'ils vont contenir plus de fibres, de vitamines et de minéraux. Pour les légumes secs, il est conseillé d'en consommer au moins 2 fois par semaine, mais après, c'est adapté aussi selon la tolérance digestive, notamment chez les plus jeunes. Alors, les féculents ne font pas grossir, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Tout est une question de quantité et aussi de ce qu'on met avec. Je pense notamment au fromage râpé ou aux sauces qui vont du coup bien augmenter l'apport calorique de ce mets. Nous avons ensuite les fruits et légumes. Alors, concernant les fruits et légumes, il est conseillé de consommer au moins 5 portions par jour. Chez l'adulte, une portion, ça correspond justement à une poignée environ. Et chez l'enfant entre 3 et 6 ans, ça correspond à la moitié de la poignée. Chez l'enfant de 7 à 10 ans, c'est un tiers de la portion adulte, donc un tiers de la poignée. Chez les 10-14 ans, c'est comme chez l'adulte, c'est une poignée égale une portion. Et chez les adolescents de 15 à 17 ans, eux, leurs besoins sont plus importants. Et donc, la portion est plus élevée que chez l'adulte par rapport aux besoins de croissance. Concernant tout ce qui est jus de fruits, il est conseillé de se limiter à un petit verre par jour maximum,
ou un demi-verre chez les moins de 11 ans. Alors, quand je parle d'un verre, ce n'est pas un grand verre, c'est un verre de 150-200 millilitres, un peu comme les verres en plastique. Et donc, ces jus de fruits, en fait, ils sont beaucoup moins intéressants nutritionnellement que les fruits à cause de leur transformation. On va perdre les éléments intéressants, les vitamines, les minéraux, les fibres, mais on ne perd pas du tout le sucre. Et aussi, donc, on a les fruits à coque. Eux, il est conseillé d'en consommer une poignée par jour, ce qui correspond environ à 3 à 6 noix, noisettes ou amandes, par exemple. Donc, une poignée par jour, c'est dans les nouvelles recommandations. Nous avons les produits laitiers. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, les produits laitiers, lait, laitage, fromage, mais pas le beurre, pas la crème, pas les desserts à base de lait. Alors, concernant ce groupe, les recommandations sont de 3 produits laitiers par jour chez les enfants et adolescents et de 2 par jour chez l'adulte. Il est préférable de privilégier les produits laitiers qui sont peu riches en graisse, en sel et en sucre. Ces aliments, ils vont être source de calcium, qui est nécessaire à la croissance et à la solidité des os, mais aussi de protéines qui constituent le muscle. Et on retrouve donc la vitamine D qui permet au corps d'utiliser le calcium justement qu'elle apporte et que d'autres aliments peuvent apporter aussi. Nous avons ensuite la viande, les poissons et les œufs. Il est conseillé de consommer de la viande, du poisson ou des œufs 1 à 2 fois par jour en les alternant, on varie. Alors, ils ne sont pas nécessaires à chaque repas, hein, et on peut aussi consommer des sources alternatives de protéines, comme par exemple les légumes secs. Concernant le poisson, il est recommandé d'en consommer au moins 2 fois par semaine parce qu'il va apporter de bonnes graisses. Pour les viandes rouges, on conseille de ne pas dépasser 500 grammes par semaine, mais aussi de privilégier les morceaux les moins gras. De même, on limite la consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine parce qu'elles vont être riches en graisse et en sel. Alors, pour les enfants de 4 à 5 ans, une portion, ça va correspondre à peu près à 50 grammes. 50 grammes, c'est un œuf, c'est une tranche de jambon ou un demi-steak haché. Pour un enfant de 12 ans ou un adolescent, la portion, elle est de 100 grammes. Chez l'adulte, c'est 100-150 grammes la portion. Alors, 100 grammes, ça correspond à un steak haché, par exemple, industriel, ou 2 œufs. Alors, par contre, c'est important de faire attention aux produits transformés à base de volaille, comme les nuggets ou les cordons bleus, qui sont plutôt à limiter. Et il est préférable, du coup, de choisir, quand vous en consommez, ceux qui vont avoir une liste d'ingrédients et d'additifs qui va être la plus courte possible. Ensuite, nous avons les matières grasses. Alors, concernant les matières grasses, on conseille de les consommer avec modération. On évite donc les consommations qui vont être excessives. Il ne faut pas les supprimer, il faut juste pas d'excès. Les matières grasses, elles vont être source d'énergie et de vitamines. Elles participent à la fabrication des cellules qui nous composent, mais elles sont très caloriques et c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser. On va privilégier les huiles de colza et de noix qui sont riches en oméga 3 et aussi l'huile d'olive en complément. Les matières grasses animales, elles sont meilleures consommées crues. Donc, il vaut mieux les consommer crues que les cuire. Enfin, nous avons les produits sucrés. Comme pour les matières grasses, et encore plus, il est conseillé de limiter sa consommation de produits sucrés parce que du coup, ils n'ont pas d'intérêt nutritionnel et en excès, ça va favoriser la prise de poids. Il n'y a pas non plus de bénéfice démontré à consommer des produits qui vont être édulcorés parce qu'ils vont maintenir l'appétence au goût sucré. L'idéal, c'est de privilégier les préparations maison et d'habituer les enfants à ne pas mettre de sucre dans les yaourts ou pas en mettre de trop. Ensuite, nous avons le sel. Alors, j'ai rajouté quand même si ce n'est pas un groupe alimentaire en tant que tel, mais c'est important d'en parler au niveau de l'équilibre alimentaire.
Donc, il est recommandé encore et toujours de limiter sa consommation de sel. Il est apporté, bien évidemment, par le sel qu'on va ajouter, par la salière, mais il est aussi présent dans un certain nombre d'aliments, comme les produits apéritifs, les fromages, les charcuteries, le pain, etc. Beaucoup de produits industriels vont contenir du sel parce que c'est un exhausteur de goût, donc donne plus de goût et forcément le produit se vendra mieux derrière. Pour limiter sa consommation en sel, on peut jouer sur les épices, les herbes aromatiques qui vont permettre de relever les saveurs d'un plat. Et de s'habituer aussi peut-être à ne pas ressaler un plat, d'en utiliser pour la préparation, mais pas forcément derrière. Et enfin, je voulais aussi vous parler au niveau de l'équilibre alimentaire, donc de façon un peu plus large aussi, de l'activité physique. Concernant l'activité physique, il est recommandé chez les enfants donc comme je disais tout à l'heure, au moins 1 heure de marche rapide par jour. Chez l'adulte, au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour ou 3 heures de sport par semaine. Et de limiter la sédentarité, le temps devant les écrans. Alors, tous ces conseils que je vous ai donnés dans ce chapitre, ils sont aussi disponibles sur le site internet mangerbouger.fr où vous avez plein d'informations. Et via ce site, vous avez aussi accès à la fabrique à menus qui vous permet donc de planifier. Ah oui, j'ai mis tout ça là. Donc, mangerbouger.fr et donc la fabrique à menus qui vous permet de planifier des menus sur la semaine tout en s'adaptant à vos préférences, vos contraintes. Et donc, vous avez en plus des recettes, il vous fournit les recettes qui sont associées à ces menus. Donc, c'est plutôt bien fait comme site et voilà, je vous invite à regarder un peu ce qui s'y fait. Alors, pour conclure, je vous propose cette synthèse de l'Institut national du cancer qui résume les recommandations nutritionnelles pour la prévention des cancers. Alors, tout d'abord, en haut à gauche, on voit limiter la consommation d'alcool. Et comme on l'a vu déjà précédemment, viser même une consommation nulle parce que le risque il est encore plus élevé dans le cadre de la maladie de Fanconi. Ensuite, nous avons l'activité physique avec au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour, voire 1 heure pour les enfants et surtout lutter contre la sédentarité. Il est recommandé de limiter la consommation de fast-food et d'aliments ultra transformés qui vont être riches en matières grasses ou en sucre, ce qui favorise le risque de surpoids ou d'obésité et donc le risque de cancer. En haut à droite, on recommande pour les femmes ayant des enfants d'allaiter au moins 6 mois dans leur vie, ce qui est protecteur. On recommande de ne pas consommer de compléments alimentaires, notamment ceux enrichis en bêta-carotène, sauf bien évidemment sur avis médical. Il est conseillé de limiter la consommation de boissons sucrées. Ensuite, il est recommandé d'avoir une alimentation qui va être riche en céréales complètes, au moins 1 par jour, en légumes secs, au moins 2 par semaine, et en fruits et légumes, les fameuses 5 portions par jour, afin d'apporter suffisamment de fibres. On conseille de limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie, avec maximum 500 g de viande rouge par semaine et 150 g de charcuterie, max. Ça, c'est pour l'adulte, les grammages. Et enfin, la dernière recommandation est de maintenir un poids santé, c'est-à-dire correspondant à un indice de masse corporelle normal, pas d'obésité ni de surpoids. Et pour terminer, il faut quand même le citer, il ne faut pas oublier le tabac qui reste le premier facteur de risque de cancer. Donc, il est recommandé de ne pas fumer du tout. Voilà, du coup, j'ai terminé et je vous remercie à tous de m'avoir suivi et reste disponible pour vos questions.